Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Summer Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci, notamment il y a la guerre des upscalers de vidéos sur navigateur. Tout le monde est en train d'en sortir un, vous allez le voir. Nous avons aussi Bing augmenté via ChatGPT qui va être carrément intégré dans Windows 11. Même ça va arriver très prochainement. Nous avons aussi des news au niveau processeur, notamment le 7900X 3D a été testé, il est sorti, vous pouvez d'ailleurs techniquement l'acheter, ainsi que le 7900X 3D, même si lui est moins intéressant, on en parlera justement. Des news au niveau carte graphique, des news un peu de tout. Vous avez une table de matière dans la description ici sur la barre de lecture, n'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Première news, c'est justement en rapport avec Bing. Dans la prochaine update de Windows 11, prochaine grosse update, Bing Chat, qui est du coup la version Bing améliorée avec ChatGPT sous forme de chat, plutôt qu'un moteur de recherche classique, va être intégré directement dans votre barre Windows. Donc en gros, quand vous chercherez dans la barre de recherche, en plus d'évidemment chercher sur votre PC, vous pourrez tout simplement rechercher avec Bing Chat. Alors, ce ne sera pas disponible pour tout le monde en réalité parce que pour avoir accès à Bing Chat, vous devez vous inscrire sur une liste d'attente. Tout le monde n'est pas rajouté pour le moment. Ils sont en train de rajouter les gens petit à petit parce que c'est pas encore parfait. Il y a encore des problèmes avec Bing Chat qu'il faut régler, comme ChatGPT non plus n'est pas parfait. Vous avez évidemment les problèmes où les gens arrivaient comment dire, pas arnaquer, mais arriver à tromper l'IA pour qu'elle donne des informations qu'elle ne devrait pas donner. Il y a aussi le problème comme quoi, des fois, l'IA a énormément de confiance à dire que une information, mais en fait, cette information est totalement fausse. Donc ça, c'est évidemment un énorme problème. Et c'est un petit peu d'ailleurs le problème avec ces IA qui prennent tout sur Internet, c'est que tout sur Internet n'est pas forcément vrai et que du coup, des fois, l'IA est en mode « Oh, je l'ai trouvé là, crois-moi, tout va bien ». Donc ouais, quoi qu'il arrive, c'est sur liste d'attente, donc seulement les gens qui sont déjà acceptés pour Bing Chat pourront l'utiliser dans leur barre de recherche Windows. C'était déjà aussi disponible évidemment sur Microsoft Edge et aussi disponible dans Skype pour je ne sais quelle raison. Oui, pour ceux qui veulent, je suppose, parler avec une IA parce qu'ils n'ont pas d'amis sur Skype, éventuellement. Dans tous les cas, à terme, si ChatGPT est correctement intégré justement dans Bing Chat et qu'ils arrivent à fixer des petits problèmes, mais n'importe qui pourrait faire une recherche dans sa barre de recherche Windows. Alors évidemment, certaines personnes ne vont pas aimer ça, ce que je comprends. Personnellement, j'ai toujours détesté le fait qu'ils recherchent Internet quand je cherche dans la barre ici, parce que pour moi, c'est la barre de recherche du PC. S'ils trouvent rien, ils devraient afficher rien, plutôt que de m'afficher des recherches du web. Mais bon. Mais pour les autres, par contre, ça va simplifier cette opération. Surtout quand ils vont dire « Ok, tout le monde a accès à Bing Chat maintenant, il n'y a plus de liste d'attente. » Là, d'un coup, vous allez avoir des millions de personnes qui pourront juste l'utiliser comme ça. Et vous devez bien comprendre, c'est pas une bonne chose pour Google. Donc, yep, ça va être intéressant de voir comment va se développer la guerre des chats. Bon, il y a aussi des news assez intéressantes comme quoi une recherche comme ça, qui est améliorée par ChatGPT dans Bing, utilise 10 fois plus d'électricité. Alors, il y a déjà des personnes qui critiquaient le fait que les moteurs de recherche utilisent beaucoup d'électricité, même si, il faut le savoir, Google utilise, il me semble, pratiquement 100% d'énergie verte. Mais bon, il y a déjà des gens qui critiquaient ça, mais imaginez maintenant si toutes les recherches x 10 au niveau de l'électricité, c'est énorme. C'est genre énormément. C'est parce qu'évidemment, le bot derrière fait un peu plus de travail. Après, vous pourriez argumenter que le bot est plus efficace que quelqu'un qui recherche sur Google et que peut-être si vous mettez moins de temps à rechercher sur Google, vous allez passer moins de temps à rechercher et du coup faire moins de recherches et utiliser moins votre PC en quelque sorte. Donc il y aura moyen d'argumenter dans l'autre sens aussi. Mais bref, dans tout cas, ce sera intéressant de voir comment ça évolue. Quittons maintenant la guerre des chats augmentés par IA, on arrive directement dans la guerre des upscalers de vidéos pour votre navigateur. Vous avez notamment Microsoft dans Edge qui a introduit Edge Vidéo Super Résolution pour Nvidia et AMD, donc pas juste avec les dernières cartes Nvidia. Ça marche d'ailleurs sur toutes les RTX 2000, 3000, 4000, ainsi que toutes les RX 5700 jusqu'au 7800. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils disent 7800 alors que c'est 7900. Enfin bref,
Dans tous les cas, ça marchera sur toutes les dernières cartes graphiques de ces dernières années et ça vous permettra de tout simplement prendre une vidéo, l'upscale et avoir tout simplement une vidéo qui paraît plus nette. Pour le moment, apparemment, ça ne fonctionne que pour des vidéos qui sont en dessous de 720p ou 720p et au maximum, ou plutôt minimum, 192 pixels de largeur ou de hauteur. Et aussi, ça ne fonctionne pas avec les contenus protégés par DRM, ce qui semble assez logique. Donc, tout ce qui est Netflix, Amazon Prime Video, ce genre de choses, ça ne marchera pas. Donc, pour le moment, ça va surtout, à mon avis, être utile si vous regardez des live Twitch, parce que je pense que c'est les live Twitch qui, en général, il y a beaucoup de live Twitch qui sont en 720p, donc ce serait le plus logique. Ou des vidéos YouTube, évidemment. Donc, ouais. Et donc, alors, là, il n'y a pas d'exemple dans cette vidéo, mais ça semble plutôt bien marcher. J'ai vu quelques exemples. Après, évidemment, le mieux, ce serait de comparer aux autres acteurs du marché. On va justement en parler. Il y a un autre acteur aussi qui arrive. Mais dans tous les cas, il y a une réelle évolution d'un coup, pour je ne sais quelle raison, pour les upscalers de vidéos. Et c'est plutôt cool. Tenez compte aussi que ça utilise de la batterie. Donc, vous devez être connecté à l'alimentation, ou plutôt vous devez avoir l'alimentation connectée à votre ordi portable, si c'est un ordi portable, parce que ça va utiliser pleinement le GPU. Pas autant qu'un jeu, mais ça va l'utiliser. Du coup, ça pourrait chiquer votre batterie trop vite si c'est utilisé sur batterie. Et aussi, il faudra l'activer manuellement pour le moment, parce que ce n'est pas encore activé par défaut. Et si vous voulez l'activer manuellement, vous avez tout simplement accès à ça. Vous allez dans les flags de Edge. C'est un système qui existe aussi d'ailleurs sur les autres navigateurs. Et vous devez activer tout simplement Edge Video Super Résolution. Et aussi pour information, tout le monde n'y a pas encore accès parce que seulement certaines personnes ont accès à ça pour le moment parce qu'ils sont en train de tester. Donc, ça ne veut pas dire que vous l'aurez forcément, tenez-en compte. Mais du coup, ils ne sont pas les seuls à le faire. Vous avez aussi Intel qui prépare justement son propre upscale ici pour tout ce qui est basé sur Chrome ou Chromium. Parce qu'évidemment, les premiers à avoir techniquement fait ça, c'était Chrome qui a rajouté la fonctionnalité à travers NVIDIA qui a aussi rajouté la fonctionnalité. Donc Intel ici est en train de préparer leur vidéo super résolution pour Chrome, donc un petit peu comme l'avait fait NVIDIA. Et du coup, ça vous permettra d'upscaler encore une fois des contenus vidéo, tout simplement. Donc il y a quelques exemples ici. On a des exemples qui montrent notamment des graphes. Là, on voit que c'est clairement plus net. On a aussi des exemples qui montrent des animés, des exemples ici qui montrent justement des jeux vidéo. Et vous pouvez voir que, honnêtement, ça marche plutôt bien, franchement. Je pense notamment le personnage ici, comme vous pouvez voir, est beaucoup plus net en fait. Bien sûr, tout comme DLSS, tout comme FSR, tout comme aussi la version de chez Intel qu'ils ont sorti, qui est Intel je sais plus quoi, il y a des fois où il y aura des petits problèmes. Hein. Ce ne sera jamais 100% parfait. Après, selon moi, ça marche plutôt bien et on a enfin arrivé à quelque chose que j'attendais depuis des années. Parce que DLSS et tout ça pour les jeux vidéo, c'est cool, c'est très important. Mais pour les vidéos aussi, pourquoi il a fallu autant d'années? On nous met des trucs, on nous met Bing amélioré par une IA, on nous met des IA pour prendre mieux des photos dans notre téléphone, mais on n'a toujours pas, depuis des années, la possibilité d'améliorer la qualité des vidéos dans la plupart des applications. Donc, pour moi, YouTube devrait le faire dans leur application mobile, Twitch devrait le faire aussi, tout le monde devrait le faire. Voilà, il y a clairement la technologie ici, ça ne semblait même plus être très lourd. Dans les téléphones mobiles, évidemment, vous allez me dire, oh, dans le téléphone, il n'y a pas de cœur NVIDIA, DLSS ou enfin des Tensor Core, autre chose. Oui, mais dans les téléphones, il y a souvent des puces pour faire des calculs d'IA. Genre, à chaque sortie de nouveau Qualcomm ou autre chose, de nouveau Snapdragon, on nous dit qu'ils ont amélioré la puce de calcul d'IA, elle est 30% plus puissante. Ben alors utilisez-la. Faites ce genre de choses avec. Moi, je veux ça, justement. Donc, yep, je veux pas des recommandations intelligentes d'applications à utiliser sur mon téléphone. Je sais ce que je veux utiliser. Améliore juste la qualité des vidéos que je regarde. Donc, ouais. Une chose est sûre, maintenant que c'est en train de se lancer, à mon avis, ça va continuer de se propager. Ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit justement arriver sur téléphone très prochainement de manière disponible pour tout le monde. Il y a peut-être des trucs qui existent déjà sur téléphone, mais là, je parle vraiment de trucs qui
c'est disponible partout, quoi. Ensuite, parlons pirate. Êtes-vous un pirate? Alors, pas évidemment un pirate sur les océans, vous avez un bateau, vous attaquez d'autres bateaux. On parle ici évidemment de pirates au niveau contenu protégé, que ce soit des séries, des films ou même des jeux vidéo. Bien sûr, ça fait des années qu'on nous dit que les pirates font du mal aux ayants droit, les pauvres ayants droit. Au lieu de gagner X millions, ils gagnent quelques millions en moins. C'est fort dommage quand même. Du coup, il y a une étude qui avait été faite là-dessus, qui avait pris 5000 participants et qui avait regardé si réellement ça faisait du mal à ses ayants droit. Alors 5000 participants, c'est pas non plus énorme, il faut en tenir compte. C'est juste une étude aussi parmi d'autres qui pourraient être faites. Mais là, c'est intéressant parce que cette étude en tout cas, a révélé que, en fait, oui, pirater des choses fait techniquement un petit peu mal au contenu en ligne, genre séries, films, mais seulement 5%. Mais par contre, dans d'autres cas, par exemple les jeux vidéo, ça peut même aider les jeux vidéo. Du coup, les gens qui ont fait cette étude ont juste enterré les résultats. C'est une étude européenne d'ailleurs, pour ceux qui se demandent. Du coup, 5%, ils ont vu que, en gros, en interrogeant ces 5000 personnes, ça avait causé une perte de 5% pour les contenus, comme j'ai dit, genre séries et films. Donc ça, évidemment, ils en ont profité pour le mentionner partout, hein, ceux qui ont fait cette étude-là, ou plutôt ceux qui ont payé pour cette étude. Mais par contre, dans le cas des jeux vidéo, ça faisait en sorte qu'ils vendaient plus de jeux vidéo. Et pour moi, j'ai ma théorie là-dessus, c'est surtout, à mon avis, dû au fait que maintenant, combien de jeux vidéo ont des démos? Voilà, je ne sais combien d'années, tous les jeux avaient une démo. Comme ça, la démo vous permet de tester, voir si le jeu tourne bien sur votre PC, si vous aimez bien le jeu. Maintenant, il n'y a plus de démo. Genre vraiment, il n'y a plus de démo. Il me semble que l'un des rares jeux populaires, très populaires du moment, qui a encore une démo, c'est Minecraft. Minecraft a une démo, pour ceux qui ne savaient pas. Dans tous les cas, pirater un jeu permet d'avoir une démo. Vous n'achetez pas le jeu, vous pouvez le tester. Si vous l'aimez bien, vous l'achetez. S'il tourne bien sur votre PC, vous l'achetez. C'est certainement pour ça, à mon avis, que ça booste les ventes, en fait. Il y a aussi la question de tout simplement que certains contenus sont piratés et que certaines personnes n'auraient jamais regardé, en fait. Ils piratent un contenu que, s'ils avaient dû le payer, ils ne l'auraient jamais regardé. Et du coup, ce n'est pas une perte de vente pour le ayant droit. Ça pourrait même lui faire gagner dans le futur. Encore une fois, avec les jeux vidéo, aussi bien, il joue au jeu, il se rend compte que c'est un excellent jeu et puis il achète tous les jeux de la série, par exemple. Ou pour les ayants droit de séries et films, peut-être qu'il regarde le premier épisode en piraté, il se dit « Waouh, c'est une très bonne série, je vais aller le regarder officiellement parce que la qualité sur mon site de streaming n'est pas très bonne ou j'aimerais des sous-titres ou autre chose. » Et puis hop, ils vont regarder officiellement, en fait. Ça pourrait totalement arriver. Donc, je trouve ça intéressant. Je dis pas que le piratage est une bonne chose pour tout le monde. Hein. Clairement, ça prouve que les ayants droit ont perdu 5% de revenus. Ouh. Mais je pense que le plus intéressant, c'est 51% des adultes, donc au-dessus de 18 ans, avaient piraté des contenus déjà par le passé. Et 72% des mineurs avaient téléchargé ou regardé du contenu illégal. Donc, la plupart des gens le font. Genre vraiment. Et ça ne m'étonne pas. Surtout que cette étude date un petit peu, hein, il faut le savoir, ça date un petit peu avant, c'était en 2013, donc ça date un petit peu de quand Netflix a commencé à devenir très populaire. À mon avis, s'ils avaient fait cette étude avant l'arrivée de Netflix, ça aurait été encore plus. Et s'ils refaisaient cette étude maintenant, ce sera encore plus, parce que, maintenant avec la prolifération des sites de streaming partout, qui coûtent trop cher, hein, parce que vous devez prendre Prime, vous devez prendre Disney+, vous devez prendre Netflix, vous devez prendre ci, ça. Et ils augmentent de prix chaque mois aussi bien. Mais ça ne m'étonnerait pas que ces chiffres soient en train de remonter, justement. Mais encore une fois, derrière, c'est fort probable que ça ne fasse même pas perdre de l'argent à ces ayants droit, parce qu'en fait, les gens n'auraient jamais payé pour le contenu. Donc ouais, intéressant cette étude. Même ce serait bien d'en avoir plus. Encore une fois, c'est une étude. Il pourrait en avoir plus avec encore plus de personnes et tout ça. Ensuite, en parlant de plus, nous avons Apple qui va sortir apparemment un MacBook Air 15 pouces, ce qui serait pas très étonnant honnêtement. Le MacBook Air, évidemment, a une taille de un peu plus de 13 pouces. Et après ça, si vous voulez un ordinateur portable chez Apple plus grand, vous avez évidemment le MacBook Pro 14 pouces, mais là, je pense que c'est pas un énorme upgrade au niveau taille, donc les gens iraient directement vers le modèle 16 pouces. Sauf que le 16 pouces, c'est un MacBook Pro qui coûte plus de 2000 €. Donc, il y a un énorme trou entre 1000 et des euros pour un MacBook Air
et les plus de 2000 € d'un MacBook Pro 16 pouces. Pour des gens qui veulent juste un plus grand écran, pas forcément plus de puissance. Donc, eh bien, ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs comme quoi Apple va travailler sur un MacBook Air 15 pouces, qui certainement sortirait à 1500, 1600, 1700 € peut-être. L'avantage aussi d'un MacBook Air 15 pouces, c'est que, évidemment, en plus du plus gros écran, il serait un champion de la batterie, parce qu'il y a de la place pour mettre plus de batterie. Et le MacBook 13 pouces a déjà le MacBook Air 13 pouces a déjà des temps de batterie énormes, surtout dans sa version M2. Donc imaginez un modèle plus grand. Bon, évidemment, l'écran est plus grand, on consomme plus, mais il y a plus de place pour la batterie. Ce serait abusé en termes de batterie. Donc, je pense que Apple devrait totalement le faire. C'est clairement pas pour tout le monde, c'est MacBook, mais Apple a réellement quelque chose d'intéressant, justement, avec leurs puces M1 et M2, au niveau du fait que ils ont des ordinateurs maintenant qui consomment très peu, qui chauffent très peu, et qui, du coup, tiennent hyper longtemps sur batterie, et qui ne souffrent pas de certains problèmes aussi de Windows. Par exemple, vous mettez votre laptop Windows dans votre sac, et puis d'un coup, vous vous rendez compte qu'il s'est déchargé parce qu'il a continué de fonctionner. Ça, c'est un bug qu'a sous Windows en ce moment. Donc, c'est pas pour rien. Par exemple, le staff de chez Linus Tech Tips s'est passé à des MacBooks pour cette raison-là. Parce que les laptops Windows ont des problèmes de ce genre. Donc, ça ne m'étonne pas. Bref, dans tous les cas, un 15 pouces serait le bienvenu, parce que tout le monde n'a pas besoin d'un MacBook Pro. Et il y a des gens qui veulent juste un écran plus grand. Ensuite, nous avons évidemment le Ryzen 9 7950X 3D qui est sorti. C'est le seul qui a été testé au final. Le 7900X 3D n'a pas vraiment été testé, même si honnêtement, il ne va pas être intéressant. On va le dire directement. Quoique, ici, il y a un site qui l'a testé. Waouh! Il y a aussi, par contre, quelques publications, notamment Gamer Nexus, Hardware Unbox, ainsi que Tech Power Up, qui ont testé de simuler un 7800X 3D. Parce que le 7800X 3D n'est pas encore sorti, il sortira seulement en avril. Et donc ça, ce sera une version weaker, 16 threads, avec un cache 3D. Ici, le 7900X 3D, c'est évidemment un 16 cœurs, 32 threads avec un cache 3D. Il y a quelques trucs intéressants avec ce processeur, évidemment. Notamment le fait que le cache 3D est seulement sur un module de weaker. Donc, c'est-à-dire que il n'est pas sur les 16 cœurs, il est seulement sur weaker. Donc, quand vous avez certains jeux, certaines tâches qui utilisent pas forcément les bons cœurs, qui utilisent les cœurs qui n'ont pas accès à ce cache, mais vous n'allez pas avoir de gain de performance. Vous allez même avoir une diminution de performance des fois dans certains cas. Autre chose intéressante, c'est que les cœurs justement qui n'ont pas de cache fonctionnent à la même fréquence que le 7950X classique, mais les cœurs qui ont le cache 3D sont obligés de fonctionner à une plus basse fréquence parce que le cache 3D limite un petit peu ça. Et du coup, dans les tâches professionnelles, il est moins performant en fait que le 7900X 3D. Dans certains cas qui auraient besoin de beaucoup de bandes passantes au niveau cache, il serait plus performant, mais par exemple dans Cinebench et tout ça, il est moins performant. Par contre, là où il est plus performant, c'est évidemment dans les jeux vidéo. Et je vous le dis directement, je ne vais même pas vous montrer de graphique. C'est maintenant le processeur le plus performant techniquement, même si dans certains jeux n'arrivent pas à en tirer pleinement parti, évidemment. C'était comme le 5800X 3D. Des fois, ça donne d'énormes gains, des fois, c'est juste rien. Des fois, ça a même fait perdre un peu de performance. Mais c'est maintenant le processeur pour le gaming le plus puissant. Maintenant, c'est pas un énorme avantage. Il me semble qu'il y avait une moyenne qui avait été faite, c'est genre 3-4% plus que le 13900K au niveau FPS. Pas énorme non plus. Le plus intéressant, c'est justement ceux qui ont simulé un 7800X 3D, voilà. J'arrive de pas à parler. Là, donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été dans le BIOS, ils ont désactivé 8 des 16 cœurs, les 8 cœurs qui n'ont pas le cache 3D, et ils avaient basiquement un 7800X 3D, et qui n'est pas encore sorti. Et là, ils ont trouvé que il était des fois même plus performant, parce qu'en fait, certaines tâches, du coup, ne finissaient pas sur les mauvais cœurs. Là, tout finissait sur les bons cœurs qui avaient le cache. Et du coup, il était aussi performant qu'un 7800X 3D dans les jeux vidéo. Et du coup, ça, ce sera vraiment le processeur qui sera le plus intéressant. Je pense que le 7900X 3D ici, malheureusement, en fait, je sais pas pourquoi, le fait que... C'est peut-être pour ça qu'ils avaient seulement fait un 5800X 3D à l'époque, mais comme le cache est seulement sur 8 des 16 cœurs, ça casse un petit peu son intérêt. Comme on est limité au niveau fréquence et tout ça, ça casse un petit peu son intérêt, donc c'est un peu bizarre.
Un dernier avantage, toutefois, c'est qu'ils ont tweaké ce 7800X, 7900X 3D et maintenant, il consomme 120 watts. Donc, ils ont largement réduit sa consommation par rapport au 7900X classique. Donc ça, pour ceux qui sont intéressés par ça, ça peut être intéressant. Après, vous pouvez prendre un 7900X classique et via les outils dans le BIOS, arriver au même résultat en réalité et toujours garder des performances. Donc, je tiens à le préciser, vous pouvez bidouiller pour avoir le même résultat. J'ai fait ça avec moi j'ai un 7700X, j'ai fait la même chose. Vous utilisez PBO, donc Precision Boost Overdrive, et vous le mettez en mode offset, et en fait, vous lui donnez moins de voltage, mais il va quand même essayer de faire une meilleure fréquence avec moins de voltage, donc vous consommez moins, vous avez plus de performance, et c'est génial. Je ferai certainement une vidéo dans le futur là-dessus d'ailleurs, parce que c'est hyper intéressant. Ensuite, Nvidia, au lieu de travailler sur des nouvelles cartes graphiques à un prix raisonnable, se dit « Hey, et si on prenait exactement la même carte graphique et on changeait un petit peu les choses et on la ressortait à nouveau pour la 4e fois ?» C'est ce que Nvidia va faire. Techniquement, 5e fois si vous comptez la RTX 3060 Ti, mais bon. La RTX 3060 va avoir une 4e variante. Donc, après la variante de base, nous avons évidemment eu la version LHR, qui est une version qui était limitée au niveau du minage de cryptocurrency. Ensuite, nous avons eu la version 8 Go, qui est juste une honte parce que c'est pas juste une différence de 4 Go de RAM vidéo. Il y a réellement moins de coups d'accord dessus, donc elle est réellement moins performante que la 3060 12 Go. Donc, c'est une honte, cette carte graphique. Et puis maintenant, ils vont faire une RTX 3060, 12 Go de GDDR6X et basée techniquement sur le GPU de la 3060 Ti au lieu de la 3060. Donc techniquement, ça va être une meilleure carte graphique que la 3060. What the Nvidia? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. Donc ouais, évidemment pour le moment c'est juste des rumeurs, mais la dernière fois qu'on a eu des rumeurs, c'était sur la 3068 Go et ça s'est confirmé. Donc, yep, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas aussi qu'ils recyclent. Pour ceux qui se demandent pourquoi ils font ça, parce qu'à mon avis, ils avaient plein de GPU qu'ils ne pouvaient pas utiliser pour faire une 3060 Ti. Et du coup, ils se sont dit, oh, bah, on va juste faire des 3060 avec. Et on va mettre de la GDDR6X. Et comme ça donnera une meilleure carte graphique. Et donc, on pourra dire aux gamers en plus qu'on leur donne une meilleure carte graphique et ils seront contents. Voilà, c'est vraiment pour ça. Après, évidemment, c'est une RTX 3000, donc vous n'avez pas accès à DLSS 3.0. Donc, yep. Bref, dans tous les cas, le truc, c'est qu'en réalité, si cette carte sort à un bon prix, elle me dérange. Personnellement, elle ne me dérange pas. Si elle sort à un bon prix, ça pourrait même être une bonne carte. Mais on connaît Nvidia. Et on sait qu'ils ont un peu du mal à mettre au bon prix. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'elle coûte très cher pour rien du tout. Ça ne m'étonnerait même pas qu'elle sorte au même prix qu'une 3060 Ti normale. Même si elle a plus de RAM vidéo, elle sera certainement moins performante. Donc, yep. On verra bien. Ensuite, nous avons les premiers SSD PCI Express 5.0. Donc, évidemment, vous devez dès maintenant, si vous avez la possibilité d'en installer un sur votre PC. Ou même en réalité, j'ai déjà eu des gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient installer un SSD genre en PCI Express 4.0 sur leur carte mère en 3.0. Et si ça allait donner plus de performance. Spoiler alerte, non. Donc, en réalité, il y a même des gens qui, à mon avis, les achèteraient pour leur PC actuel, alors que ça n'apporterait rien de performance. Mais du coup, pour ceux qui se demandent, est-ce que vous devez absolument aller en acheter un parce que c'est le plus performant? Non. Surtout que, comment dire, yep, je pense que cette image l'illustre assez bien. Il chauffe énormément. Et du coup, il faut des ventilateurs. Et donc, vous avez ce genre de solution avec un câble qui sort à l'arrache. Vous avez une prise SATA, une prise Molex. What the... Donc, vous pouvez utiliser celui que vous voulez, je suppose. Au moins, vous avez le choix. Et du coup, ça vous permet d'avoir des SSD que vous pourrez seulement, tenez en compte, installer sur toutes les cartes mères en B650E ou X670E de chez AMD, ou évidemment toutes les cartes mères 12e et 13e génération de chez Intel. Et ça vous donnera des performances qui dépassent les 10 Go à la seconde, sans aucune compression. Donc pour ceux qui sont en mode « Oh, la PlayStation 5, elle sait faire ça », enfin, s'en rapproche. Non, là, c'est zéro compression. C'est vraiment la vitesse pure du
du SSD, ce qui est énorme. Et ce qui est évidemment plus que les 7500 mégabytes à seconde des SSD PCI Express 4.0 comme le 990 Pro, même si lui, il a évidemment d'autres problèmes derrière, le fait notamment qu'il meurt sans aucune raison. Bref, donc vous avez des refroidissements juste énormes pour ces SSD parce que forcément, quand vous faites passer de telles vitesses dans des puces mémoire et surtout le contrôleur, parce que c'est surtout le contrôleur qui chauffe, donc c'est un microprocesseur. Vous avez un processeur sur le SSD qui gère, qui dit « Ok, toi tu vas aller là, donner, toi tu vas aller là. » Et du coup, c'est grâce à lui qu'on atteint ce genre de performance. Mais du coup, il gère plus de 10 000 mégabytes de seconde oui, 10 000 mégabytes de données à la seconde, voilà, j'y arrive. Et donc, ça chauffe. Donc, il vous faut ça aussi. Alors là, au moins, honnêtement, c'est déjà un peu plus stylé. Et puis, il n'y a pas de ventilateur, mais... Et puis, il n'y en a pas d'autres. Mais oui, je peux vous dire que tous les SSD PCI Express 5.0 jusqu'à maintenant, c'est n'importe quoi. Et si vous vous demandez encore une fois, avez-vous besoin de ça? Non. Non, non et non. Ensuite, nous avons AMD qui va apparemment apporter plus d'informations sur des nouvelles technologies de Fidelity FX. Donc, c'est leur technologie normalement d'upscale qui, honnêtement, marche vraiment bien ces derniers temps et qui est de plus en plus supportée dans pas mal de jeux. Donc, ça, c'est cool à voir, même dans Cyberpunk notamment. Et qui marche aussi sur les cartes graphiques NVIDIA. Dans tous les cas, il devrait présenter plus d'informations au GDC. C'est le Game Developer Conference, si je me souviens bien. Donc, ce sera fin mars. Donc, ce sera le 23 mars. Donc, j'espère, en toute logique, qu'on devra avoir des informations sur notamment FSR 3.0, qui permettra de faire de la génération d'images en plus de juste upscale. Et donc, imiter ce que fait DLSS 3.0. On devrait aussi avoir certainement des informations sur des technologies d'upscale de vidéo, à mon avis, parce que tout le monde le fait, donc à mon avis, sûr et certain, ça va arriver également. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça, surtout le FSR 3.0, parce que je vous rappelle que FSR, encore une fois, est disponible sur les cartes graphiques NVIDIA jusqu'au GTX 1000. Donc imaginez l'équivalent de DLSS 3.0, même imaginez une version un peu moins bonne, mais vous pouvez l'utiliser sur une GTX 1060 et redonner une troisième vie à votre GTX 1060 après FSR 1.0 et 2.0. Ce serait génial, franchement. Donc, j'espère. Ensuite, nous avons une autre news qui parle ici de la RTX 4090 et du i9 13900K. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est amusé à tester, TechPowerUp en particulier ici, s'est amusé à tester. Qu'est-ce que ça fait si vous prenez une 4090 et vous la faites fonctionner sur un slot x8 au lieu de x16? Donc, si vous ne savez pas, les cartes graphiques, on les installe sur des slots PCI Express. Bien souvent, le full slot PCI Express est en x16. Donc, il y a 16 lignes PCI Express. Mais des fois, si vous installez une deuxième carte graphique ou autre chose, vous pouvez limiter ce premier slot à x8. Et donc, il y a des gens qui doivent se demander est-ce que je perds en performance? La réponse est 2%. Sur la plus puissante carte graphique au monde, sur l'un des plus puissants processeurs au monde. Donc, basiquement, c'est rien du tout. Franchement, c'est réellement rien du tout. Donc là, vous pouvez voir que en PCI Express x16 4.0, on est à 100%. Si on le met sur un x8, en 4.0, on est à 98%. Et si on le met en x4 sur du 4.0, on est toujours à 94% de performance. C'est énorme en réalité. Si on le met sur un x4 en 3.0, par contre, on est à 79% de performance. Donc ça, pour ceux d'ailleurs qui se demandent, c'est à peu près l'équivalent du Thunderbolt 3.0 ou 4.0 ici, le slot x4 3.0. Donc c'est juste pour vous montrer pourquoi le Thunderbolt a un petit peu du mal avec les GPU externes. Mais si par contre le Thunderbolt arrivait à des vitesses du x4 4.0, en réalité là on serait pas mal en fait. Genre 94%, ce serait raisonnable comme perte. Bref, dans tous les cas, si du coup vous vous demandez est-ce que c'est grave, si franchement vous n'avez pas le choix, honnêtement ça a l'air d'être pas très grave. Surtout si vous n'avez pas une 4090, vous allez probablement pas voir la différence. Et du coup c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi, j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour le prochain Texama Show. Je vous dis ciao ciao.